a eu alternance? Oui. Passation pacifique? Non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. Il va jouer qui est pendant. So, bagène ya lelo, ceux qui top bamoni biso na place moko to bazana posa na biso na rien que pour te faire ça. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement éduqués. Pas la propriété pour une femme, c'est de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue. De vous retrouver sur nos antennes. Bienvenue à votre émission qui cesse de vous mettre au parfum de l'actualité marquant la République démocratique du Congo. Moïse Katumbi a juste déshabillé le grand Bandundu. Ça fait débat. On va en parler juste à cette émission. Les tables rondes de l'état des sièges, où en sommes-nous après juste l'évaluation vu l'insécurité qui bat son ampleur dans la partie est de la République démocratique du Congo? Église catholique joue-t-elle le rôle d'un médiateur ou bien d'un frein pour l'épanouissement, le décollage de la République démocratique du Congo? Toutes des questions posées, vous aurez des réponses juste avec notre très cher invité, honorable Willy Bobo Zamba. Il est juste membre de la société civile, président aussi d'un parti politique, Alliance des Socio-Chrétiens. C'est avec lui que nous allons juste analyser toutes les thématiques annoncées au début de cette émission. Honorable Willy, bonjour et bienvenue à cette émission. Oui, bonjour Madame Elali. Merci beaucoup. Avant d'abord d'entrer dans le bain de notre émission, quelle nouvelle de votre parti Alliance des Socio-Chrétiens? Oui, l'Alliance des Socio-Chrétiens se porte bien et nous sommes alliés, qu'est-ce que je voulais dire, nous sommes membres fondateurs de l'Alliance pour les valeurs qui est notre regroupement politique. Voilà. Nous sommes déjà dans quelques jours, nous approchons vers les élections. Je crois bien que vous êtes aussi partant de la course de 2023. Oui, effectivement, je suis candidat, député national et député provincial dans la circonscription électorale de Boulungu, dans les Kwilu. Où se trouve le risque d'avoir le... En fait, je ne sais pas si c'est un risque, mais je pose cette question d'une manière au moins risquante, de savoir pourquoi avez-vous choisi d'être au moins à la députation nationale et provinciale au même moment? Oui, c'est une stratégie politique pour donner la chance au parti d'avoir 2 sièges. Parce que je ne peux pas siéger les 2 côtés. Donc, il y aura quelqu'un qui va, mon premier suppléant, viendra si jamais j'ai la chance de remporter les élections là-bas. Mon premier suppléant, soit à la députation nationale, soit à la députation provinciale, va devenir député en part entière. Il n'y a pas eu d'autres membres de votre parti politique pour leur dépêcher, ainsi de suite? Vous avez jugé juste bon comme étant autorité morale d'occuper des postes? Non, on n'occupe pas 2 postes. On tente sur 2 fronts pour donner, je dis bien, c'est une stratégie politique pour donner la chance aux partis politiques d'avoir 2 sièges. Si jamais vous êtes populaire. On ne le fait pas par hasard, on ne le fait pas parce que je suis autorité morale. C'est parce que je trouve que je suis populaire. Alors, je profite de ma popularité pour demander au suffrage universel, direct, qui est mon peuple, de m'élire sur les 2 fronts. Mais je ne vais pas exercer sur les 2 fronts. Donc il y aura, de toutes les façons, il y aura un membre du parti qui va occuper l'un des postes. En dehors de vous, il y a encore d'autres candidats ou bien vous êtes l'unique? Oui, on a beaucoup de candidats et on a une dizaine de candidats du parti qui sont candidats députés nationaux. Et des candidats députés nationaux plutôt. Et nous avons aussi une dizaine comme candidats députés provinciaux à travers la République. Et puis nous avons à peu près 5 ou 6 qui sont candidats et conseillers municipaux à Kinshasa et puis à Kinshasa plus précisément. Merci beaucoup. On ouvre cette page de l'émission avec les élections, mais beaucoup plus avec l'Église catholique parce qu'aujourd'hui, la tension ne cesse de monter vu les sorties médiatiques du cardinal Ambongo ainsi que
de M. l'abbé Cholet. De votre côté, comment analysez-vous au moins ces sorties médiatiques? Bon, moi je pense que l'Église est au milieu du village. L'Église catholique, normalement, a toujours été du côté des pauvres ou du côté de la population. Pas des pauvres, mais du côté de la population. Alors, par rapport au processus électoral, moi je pense que le processus a tellement pris de l'avance que aujourd'hui, que ce soit les cardinals, que ce soit, que je respecte bien, que ce soit un quelconque citoyen congolais, ne saura pas arrêter la machine électorale. Le processus est déjà enclenché, nous sommes pratiquement à 80%. Donc d'ici peu, nous aurons les élections. Donc au jour d'aujourd'hui, faire ça, c'est faire un peu marche en arrière. Quelqu'un qui parle qu'on doit revoir ceci ou revoir cela, c'est faire une marche en arrière qui ne va pas nous aider. Vous avez évoqué que l'Église devait être juste au milieu du village, mais s'il faut faire des pas en arrière, je reviens avec les cardinals Maloula, cardinal Etiao, cardinal Mosengo, aujourd'hui c'est les cardinals Ambongo. Ne voyez-vous pas que tout ce qui se passe au sein de la République démocratique du Congo, surtout vu les enjeux de l'ère, l'Église catholique a eu toujours une couleur tendancieuse. C'est ça qui ne prouve pas que réellement elle est juste au milieu du village, comme vous venez juste de l'évoquer. Qu'est-ce qui se cache au-delà des rideaux? Bon, moi je ne sais pas dire ce qui se cache derrière les rideaux parce que c'est un avis personnel. Bien sûr que le cardinal Ambongo, comme les autres cardinaux, ont été toujours là où il y a les faibles, généralement. C'est comme ça. Mais le problème aussi, moi-même je suis chrétien catholique. Le véritable problème, moi je trouve que l'Église, notre Église, mon Église, devrait aussi former de prêtres politologues. Ah, donc il n'y a pas de prêtres politologues? Moi je vois plus, ils sont philosophes, psychologues, et aujourd'hui il y a même des juristes. Même les religieux, il y a des religieux juristes comme religieuses. Moi je pense que notre Église devrait aussi former ou envoyer des prêtres comme des sœurs en politique, faire les sciences po, pour comprendre un peu comment marche la politique. Moi, je pense que si on en fait, là, ils peuvent aussi être conseillés et puis ils peuvent aussi orienter nos autorités de l'Église pour que, voilà, ici, avant de faire ça, avant de faire ça, il fallait normalement faire ceci. Je vous donne un exemple. La population ou les adeptes ou les chrétiens catholiques, ils sont nombreux. Mais par rapport à la société civile, au niveau de discussion pour l'occupation des postes au niveau de la CENI, vous allez voir que l'Église catholique part avec une seule voix. Alors que c'est elle qui a beaucoup de fidèles. Donc ça signifie qu'ils n'ont pas bien négocié. Comme aussi l'Église l'ECC, l'Église protestante. Et aussi, elle aussi devrait aussi avoir des politologues à son sein. Comme ça, ils savent discuter. C'est inadmissible que l'Église qui a beaucoup de fidèles a une seule voix par rapport aux autres églises, par exemple des réveils qui ont aussi une seule voix chacune, je ne sais pas, ils ont beaucoup de communautés ou des organisations, ils ont aussi une seule voix. Mais quand au final, si vous faites la totalité des fidèles, vous allez trouver que l'Église catholique comme l'Église protestante, ils ont plus de fidèles que les autres églises. En se référant juste et surtout, en tenant compte des enjeux de l'ère, en se référant du régime passé, c'était juste avec Joseph Kabila. Aujourd'hui, nous avons le président Félix Antoine Tshisekedi. Croyez-vous que l'Église catholique joue-t-elle le rôle d'un médiateur ou bien il est juste un frein pour l'épanouissement de la République démocratique du Congo sur le plan politique? Non, mais moi j'ai dit que le fait de manquer de politologues, on ne sait pas avoir une bonne conception de la chose. Bon, c'est vrai qu'il parle, par exemple, que, par exemple, aujourd'hui, il parle de révision du fichier électoral. Tantôt, c'est les dialogues aussi. Les dialogues, le fichier électoral d'abord, je dirais que non, pour l'instant, c'est trop tard. S'il fallait en faire, c'était au début, là, qu'on devait faire ça. On n'a pas fait, et aujourd'hui, nous sommes à 80% de la réussite des élections, ou de l'organisation du processus électoral. Revoir les fichiers, je trouve que c'est trop tard.
Et concernant l'autre point dont vous avez parlé, c'était encore quel Les dialogues. Les dialogues. Faut dialoguer. Les dialogues a toujours été... en politique, on a toujours besoin des dialogues. Maintenant, les dialogues pour faire quoi? Les dialogues pour faire le partage du pouvoir, je ne pense pas. Moi, je ne suis pas au pouvoir. Je suis ni député, ni membre du gouvernement. Mais je trouve que nous sommes à quelques mois de la fin de la législature et du mandat de ceux qui ont été élus et puis ceux qui dirigent. Je pense qu'en ce moment ici, faire un dialogue où on doit discuter sur l'avenir du pays à travers les élections, je pense que dialogue, je n'en vois pas. Mais les dialogues pour dire qu'il y a un avis, et on peut toujours parler au chef, on peut parler aussi aux membres du gouvernement. Pratiquement, nous tous, nous avons des représentants du peuple dans chaque coin. Donc, on peut aussi passer par le canal du député. C'est aussi un dialogue. Mais dire que les gens s'assoivent autour d'une table pour discuter comment on doit gérer les pays, moi je trouve non, il faut laisser ceux qui dirigent aller jusqu'au bout et faire les bilans, s'il faut les sanctionner, s'il faut les garder, ou voilà, c'est un peu ça. Moi je trouve que les dialogues n'en a pas besoin, on n'en a pas besoin parce que, je vais vous dire une chose madame, le dialogue c'est un complot, le dialogue politique pour le partage du pouvoir, c'est un complot contre le peuple. Parce que ceux qui dirigent ont été élus, mal élus ou bien élus, mais ils ont été élus. Laissez-le jusqu'à la fin de leur mandat. On va maintenant voir qui on doit mettre parce que les candidatures sont déjà déposées. Merci beaucoup. On tourne la page sur la religion qui était beaucoup plus focalisée avec l'église catholique. On va alors quitter la ville-province de Kinshasa où nous sommes précisément. On va passer juste deux rivières, rivière Maïndombe, rivière Kwango, pour arriver dans le Kwilu où on a vécu avec le tournoi de Moïse Katumbi. Arrivé là-bas, d'abord votre lecture par rapport à ces tournois. Il a quitté l'Équateur pour arriver au moins dans les Grands Bandundu, mais nous sommes dans la province de Kwilu. Ces sorties médiatiques, ces discours, ça vous laisse... Bon, moi, je n'ai pas suivi la totalité de son discours. Que ce soit à Kikwit ou à Bulungu, je n'ai pas suivi la totalité. J'ai suivi juste une phrase. À Bulungu, il a dit que les gens de Bulungu, Bazali Batomayele. Voilà. C'est la phrase que j'ai suivie. Et puis, il a dit qu'il était accompagné de son directeur du cabinet qui est Olivier Kamitatou. Voilà. Quelqu'un du Bandundu aussi, quelqu'un du Kwilu. Du Kwilu, oui. Voilà. Alors, pour moi, je trouve que c'est normal que, en démocratie, il faut laisser les gens s'exprimer. Hein? Chaque leader doit s'exprimer librement. Il est passé, il a dit ce qu'il voulait dire. Il a rencontré la base, la population. Je crois que c'est intéressant. C'est ça aussi les jeux démocratiques. Ce sont que des jeux démocratiques, mais vous êtes au moins les ressortissants de là parce que vous êtes député à la candidature, au moins à la candidature provinciale en ce qui est national, dans les Kwilu précisément. Pour ces élections en cours. Voilà, les élections en cours dans les districts. Dans les territoires de Bulungu. Ouais, territoire de Bulungu. Voilà. Quand Moïse Katumbi parle au moins de l'absence du gouvernement, quand Moïse Katumbi évoque un problème de taux de chômage, quand Moïse Katumbi évoque le problème des horizons, croyez-vous que tout ce qui se passe là, ça passe juste inaperçu aux vies et aussi des autorités du Grand Bandundu? Oui, les érosions, ils sont là. Hein? Les érosions, ça date de longtemps. Les érosions, on doit les éradiquer. C'est la mission du gouvernement, provincial comme national. Et les érosions, c'est la destruction de la nature pour laquelle nous devons faire tout pour les éradiquer. Okay. Alors, il a parlé de l'absence de l'État. Moi, je pense que non. L'État est là. Il y a la justice qui est là-bas, il y a la police, il y a l'administration du territoire. Là, c'est dans le dire et non dans le faire. Parce que lui est dans le faire et non dans le dire. Non,
Bon, je vais vous surprendre. Une fois, j'ai reçu un professeur qui est de la province, je crois, du Nord Kivu ou de la province orientale de l'Ituri, qui était venu donner les cours à Kikwit. Et il nous dira, on prenait un verre, il nous dira, et je trouve vraiment que le paradis c'est ici. Chez vous au Kwilu. Il dit chez nous, on ne peut pas circuler tard la nuit comme ça. Vous êtes sujet de banditisme, où il y a des bandits qui peuvent vous attaquer et vous tuer aussi. Mais ici, les gens se promènent la nuit, ils vaquent à leurs occupations. Même tard la nuit, ils ne sont pas inquiétés. Moi, je trouve que le paradis est ici. Ça vous surprend. Il y a certes des problèmes. Et le Kwilu, je vais vous dire l'histoire du Kwilu, qu'aujourd'hui, ce n'est pas Moïse qui va terminer le chômage au Kwilu. Le Kwilu a eu beaucoup d'industries huilières. Et toutes ces industries ont fermé. Le groupe Unilever a fermé. Et c'est là d'où vient le chômage dans les Kwilu. Et les Kwilois sont restés plus dans l'administration publique. C'est dire ne vous choque pas? Au contraire, ça ne me choque pas, mais ça me donne une matière à réflexion. Une matière à réflexion. Et je vous dirais aussi que les Kwilu a la malchance, je dis bien, la malchance de ne pas avoir de gouverneur manager. Comment ça? Oui. Nous avons plus eu de docteurs, de professeurs. Et ça, c'est les quartiers latins du pays. Les gens adorent ces mots-là, qui est d'avoir des managers. Les managers, c'est celui qui voit un problème, il résout le problème. C'est ça le mot de tout ce qui se passe dans le Kwilu? Ce n'est pas seulement dans les Kwilu, c'est toute la République. Toutes les provinces ont les mêmes problèmes. Peut-être qu'il y a des provinces qui sont riches au sous-sol, que d'autres problèmes, les gens n'en voient pas. Moi, je suis allé en 2009 au Katanga, quand Moïse fut gouverneur du Grand Katanga. Je croyais que je trouverais tout au long de la route, j'allais à Likasi, je croyais que je trouverais de belles maisons, mais j'ai trouvé des villages comme le village du Kwilu. J'étais surpris. Mais entre-temps, je voyais des camions avec des bennes de minerais. Mais les maisons sont les mêmes en paille, même aujourd'hui. Donc, tu vois que on sait bien voir ce qui se trouve, la saleté qui se trouve dans l'œil de l'autre, mais on ne sait pas voir ce qui est dans ton propre œil. Et il était gouverneur. C'est vrai qu'il a vu ce qu'il a vu, mais il n'avait pas terminé les problèmes du Katanga. Je crois aujourd'hui, il y a un sursaut d'orgueil pour ceux qui sont des lois là-bas, de faire mieux. Mais le cobalt a existé depuis longtemps. Et il gérait tout ça. Je vais y revenir toujours avec vous dans cette affaire du Kwilu. De toute façon, quand Moïse parle, moi, Bouza Mayele, il fait allusion juste à la sagesse et à l'intelligence des gens de Kwilu d'une manière particulière et du Grand Bandundu d'une manière générale. Je sais bien que de ce côté-là, on a des professeurs, des éminents docteurs, ainsi de suite. Mais pourquoi jusqu'à présent, les Grands Bandundu n'arrivent pas à développer? Je vais vous dire le problème. Le véritable problème, c'est quoi? L'orientation scolaire des gens du Bandundu. OK? Ok. Les gens, chez nous, ont cru plus être enseignants. Il y a plus la pédagogie qu'on a valorisée. Il y a les ISP partout. Mais tu ne trouves pas les écoles agricoles, par exemple. Elles ne sont pas nombreuses. Ou les instituts agricoles ne sont pas nombreux. Et là où, moi-même, je fais des tours, là où il y a les écoles agricoles, les sections agricoles, vous allez trouver, il y a moins d'élèves. Ce n'est pas un problème majeur de toutes les façons. Non, c'est un problème. Ce sont les mêmes gens qui ont occupé des postes ici. Ils ont été le ministre, le vice-ministre, le député. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils sont toujours là. Mais il n'y a rien d'échange. Non, c'est ce que j'ai dit, non? Oui. Il faut qu'il y ait une réorientation du système éducationnel de la province. Ça signifie qu'il faut diversifier les options. Autrefois, pour trouver un mécanicien, c'est difficile. Trouver un maçon qualifié, c'est difficile. Trouver un agronome, c'est difficile. Donc, les enfants préfèrent faire la pédagogie parce que c'est moins exigeant par rapport au Minerval
que faire la construction. Alors, les enfants d'aujourd'hui ont compris. Il y a maintenant quelques écoles qui émergent, avec, par exemple, des constructions. Parce que tout ce que vous dites là, tout ce que vous dites fait allusion à la formation. Quelle est la formation qui a été donnée à la majeure partie des gens du Kwilu, par exemple, ou des Bandundu? Je vous dis que c'est plus l'enseignement, c'est plus la pédagogie. Alors, qui va construire des maisons au Kwilu? Qui va faire l'électricité au Kwilu? Les maisons qu'on va construire, à supposer qu'on construisait, il doit y avoir des électriciens. Il y a à peine quelques écoles, il y a ITPK, il y a quelques-unes comme ça, et d'ailleurs ITPK était seul. Et il y avait aussi à Soa, à Verville, quelques gens qui faisaient l'école technique, et lorsqu'ils faisaient l'école technique, ils étaient directement engagés à la PELZ. Alors donc, depuis un certain temps, la PELZ était tombée, et tous ceux-là, quand ils terminent, ils viennent à Kinshasa. Et la province ne garde que les enseignants. C'est comme ça que moi j'ai toujours dit, il faut qu'il y ait une autre... Ils investissent beaucoup plus aussi à Kinshasa, ils oublient aussi la province. Mais c'est ce que j'ai dit, non? Mais quand les enseignants, qu'est-ce qu'ils font? Normalement, non, je parle de la majeure partie des intellectuels. Quand ils sont dans l'enseignement, ils cherchent là où ça paye bien. N'est-ce pas? Premièrement, tu sais, madame, que l'enseignant, quand il est engagé, il peut avoir 5 à 10 ans sans toucher son salaire ou sa rémunération. Il y a les procédures qu'on appelle mécanisation, il y a budgétisation, et puis, à tel point que ça fera beaucoup d'années, il est sans payer. Alors, qui est cet enseignant, cette personne-là qui peut supporter rester longtemps dans la province sans être payé et il continue à donner cours? Beaucoup fuient vers Kinshasa, qui viennent faire des autres jobs qui n'ont rien à voir avec l'enseignement. C'est comme ça que j'ai dit, il faut qu'on réoriente le système éducationnel de la province pour qu'on diversifie aussi d'autres secteurs tels que la construction. Et puis pour moi, si jamais je suis peut-être gouverneur, si je suis gouverneur, il faut qu'il y ait exonération des minervales dans les sections techniques, par exemple, pour inciter les enfants à faire ça. Et là, ça peut changer la donne dans la province. Mais si vous laissez les écoles techniques trop chères, les enfants vont continuer à faire la pédagogie. Nous n'aurons qu'une seule direction que les enfants vont prendre. Maintenant, à quand faut-il parler d'un nouveau départ pour le Kwilu? Je vous ai dit, lorsqu'on aura un gouverneur manager. Je dis bien un gouverneur manager. Donc là, il faut espérer juste après les élections de 2023, parce que l'année prochaine... Espérons-le, parce qu'il y a un gouverneur qui est en place. Voilà. Espérons-le. Pour tourner la page avec la province du Kwilu, que préconisez-vous, votre message d'interpellation, que ce soit aux autorités compétentes, que ce soit aux gouvernants, aux gouvernés? Non, moi j'ai dit ceci, que il n'est pas... c'est toujours bien, même si de faire quelque chose en retard. Donc, la province fait partie intégrante de la République démocratique du Congo. J'exhorte au gouvernement Sama Lukonde de pouvoir mettre de l'électricité. Il y a un barrage qui a été construit à Kobola, que cette électricité arrive à Kikwit pour inciter aussi le développement. Tu sais qu'on ne peut pas se développer sans électricité. J'exhorte au gouvernement de pouvoir faire ça. J'exhorte aussi au gouvernement de pouvoir exonérer les raccordements de robinets vers les maisons. Ce qui se passe là-bas, c'est inadmissible. Lorsque vous faites venir l'eau dans votre parcelle à Kikwit, vous allez payer plus cher que lorsque vous achetez les bidons en cours de route, parce qu'il y a de bonnes fontaines que la régie des eaux a installées. Alors, ça coûte 150 francs les bidons de 25 litres. Alors, lorsque vous osez, vous particuliers, vous osez raccorder de l'eau, mettre de l'eau dans votre parcelle, donc c'est comme si vous payez toute la facture de la régie des eaux. Donc le prix est exorbitant.
C'est comme ça que j'exhorte au gouvernement, à travers les ministres du portefeuille ainsi que les ministres de l'énergie, de pouvoir faire une opération pour qu'on fasse raccorder les gens de l'eau dans des parcelles à vil prix. J'en profite aussi parce que vous venez juste interpeller juste le gouvernement. Samakan, Steve Mbikaï-Pito, député national, demande la démission de ces gouvernements. Quel est votre avis? La démission, pourquoi? Pourquoi il demande la démission? Je pose la question moi aussi parce que je ne l'ai pas suivi. Il demande la démission parce que rien ne marche. Les transports posent problème, l'économie pose problème, le social pose problème. Bon, excuse-moi pour ne pas dire... Le franc congolais pose problème. Oui, je sais que... Selon Alexis Mbikaï, il y a toujours des problèmes partout. Mais je sais que Steve Mbikaï est partisan des dialogues. Il aime bien ça, il adore ça. Ok? Nous sommes à 3 mois des élections. Qu'on aille aux élections et le gouvernement qui viendra, et c'est là où on va juger, parce que nous sommes à 3 mois des élections. On va démissionner pour qu'on mette un gouvernement pour 3 mois. Tu vois que c'est pas bien réfléchi. C'est pas bien réfléchi. Nous sommes à 3 mois des élections. Il est candidat, comme ça il soit candidat, il compétit avec les autres. S'il gagne, bon, il peut rentrer au gouvernement, on peut le prendre s'il est bon. Mais dire que le gouvernement démissionne aux 3 mois des élections, c'est impossible. Non, pas impossible, mais c'est inadmissible. Voilà. Sauf qu'ils peuvent démissionner s'ils sont candidats. C'est la loi qui dit ça. S'ils sont candidats députés nationaux ou provinciaux, ils doivent démissionner à 3 mois des élections. Merci beaucoup. On va juste citer plutôt avec le tout dernier sujet qu'on avait juste annoncé. L'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo ne cesse de revenir dans le goût du jour. Aujourd'hui, après juste la table ronde de l'état de siège, où en sommes-nous, honorable Anguille? Oui, l'insécurité bat de l'aile à l'est du pays. C'est vrai, ça fait mal. Il y a nos compatriotes qui sont tués. C'est chaque jour. Et il faut lire aussi les livres de Charles Onana, l'Holocauste au Congo. Il dit d'abord où ça a commencé. C'est le fait d'avoir accepté les Hutus du Rwanda qui ont été chassés pour que les Tutsis viennent s'installer au Congo. C'est ça en bref. Alors, tout part de là. Et ils sont venus, et aujourd'hui, nous avons l'insécurité qui est là, parce qu'ils veulent exploiter. Ils n'exploitent pas, ils veulent. Ils exploitent nos minéraux. Et à chaque fois, il y a eu toujours des rébellions. Depuis que Mouzé est arrivé, il n'y a que des rébellions, le CNDP, le RCD, les M23 et consorts. Et à chaque fois qu'il y a ces rébellions, ils demandaient à ce qu'ils puissent intégrer plutôt l'armée, avec leurs grades respectifs, les rebelles, et puis le parti était muté, la rébellion était mutée en parti politique. Ils ont toujours demandé ça. Et c'était facile avec le président Kabila. Et avec le président Tshisekedi Félix, ce n'est plus possible. Je crois que c'est là le véritable problème. Ce n'est plus possible parce qu'il y a une loi sur la programmation de l'armée qui interdit à ce que quelqu'un qui prend les armes ne peut plus intégrer notre armée nationale. Ça, c'est un problème, c'est un frein. Et pour les rebelles, alors, les M23 tient à dialoguer avec le gouvernement. Et le président dit niet parce que c'est une rébellion étrangère. Donc, on ne peut plus accepter les étrangers, les rebelles étrangers, d'entrer dans notre armée. Donc, voilà. Je crois que nous souffrons un peu, mais j'ai l'espoir que les jours à venir, l'armée est en train de se reconstruire. Vous avez entendu qu'on a réhabilité Kitona. Il y a encore un centre militaire qui est en train d'être réhabilité. Il y a le recrutement de nos vaillants enfants, soldats, qui seront demain des vaillants soldats qu'on recrute pour former une véritable armée congolaise. Nous nous approchons vers les élections d'un peu de jours. Croyez-vous, faut-il organiser les élections
sans la partie est de la République démocratique du Congo? Ou soit faut-il oublier Ituri, faut-il oublier le Nord Kivu, faut-il oublier les Béni? Madame, on n'oublie pas Béni parce que Béni est toujours fait partie intégrante de la République démocratique. D'ailleurs, ce n'est pas Béni, c'est, je crois, Massissi, Rutshuru et Ituri, une partie, je crois, si je ne m'abuse. Et Yumbi aussi. Kwamutu. Ce sont les parties où il y a l'insécurité. Et l'armée est en train, je vous ai dit que nous étions infiltrés. Nous étions longtemps infiltrés. On est dans une opération de désinfiltration des étrangers dans notre armée. Et cela va de soi que la sécurité va venir petit à petit. Néanmoins, ces circonscriptions électorales ou ces territoires sont réservés, il y a des places pour ces territoires-là. Il y a des sièges qui sont réservés. Il y aura enrôlement au moment opportun. Et pour qu'on sorte aussi des candidats là-bas et qu'on sorte aussi des députés là-bas, disons, pour qu'ils puissent participer aux élections, on va faire une élection. D'ailleurs, les élections se font par circonscription électorale. Ça signifie que leurs sièges sont là. Et au moment opportun, lorsqu'il y aura la sécurité, ils vont passer aux élections. Et merci puis, beaucoup. Ils vont élire le leur. Merci beaucoup. Nous vous disons merci pour votre rapport à cette émission. Moi, je ne fais que vous remercier pour m'avoir invité sur ce plateau. Sauf, je voulais vous dire que les jours où le président mettra son corps, ses pieds, dans les Kwilu, il y aura plus de monde, x4, x5 de ce que vous avez vu avec Moïse. Je vous le promets. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous disons merci pour votre fidélité. Portez-vous bien. Bon suite de programme sur nos antennes. On se retrouve prochainement. Au réel plaisir d'avoir un nouveau numéro. Au revoir. Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show et chaîne. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. Bye bye.